Bonjour, nous sommes le lundi 27 octobre, il est près de 11 heures du matin, et je voudrais vous parler, hier j'étais un petit peu dans le doute, j'ai exprimé des propos un petit peu désabusés, mais ce matin je me sens plus éveillé, si on peut dire, et je voudrais revenir sur la question du cycle de 7 ans, en mettant en évidence cette fois la dialectique entre ce que j'appelle le chef inspiré et la foule inspirée. Et ce sont les deux cas les plus remarquables et même les plus extraordinaires. Quand un chef est capable de manifester une potentialité énorme par lui seul, et quand une foule, inversement, est capable de fonctionner en dépit de sa diversité de manière extrêmement intelligente, extrêmement articulée. Ce sont ces deux extrêmes qui nous intéressent. Les cas intermédiaires, évidemment, ne sont pas à retenir. Je disais l'autre jour que j'étais à la cinémathèque et qu'il y avait eu un problème de bobine dans la représentation, au niveau de l'opérateur, au niveau de la succession des bobines, et que c'était assez évident, et que je l'avais signalé à l'opérateur à la fin de la réunion. Et j'avais remarqué qu'il y avait plus de 200 personnes dans la salle, une salle quand même de gens éclairés, puisque ce sont les gens qui vont à la cinémathèque, qui sont les habitués de la cinémathèque. Et la foule, collectivement, n'avait pas pris conscience de cette permutation extrêmement flagrante de bobines. Et je me suis dit, voilà, une foule qui n'est pas très intelligente, qui n'est pas très organisée, où la convergence, la synergie ne fonctionne pas bien. Comment ces gens qui ont vu un film qui était défiguré à deux reprises, puisqu'il y avait une bobine qui n'était pas à l'endroit où elle devait être, une bobine qui n'était pas non plus à l'endroit où elle devait être, puisqu'elle était déplacée. Donc il y avait un manque d'un côté, il y avait un trop-plein de l'autre côté, enfin, tout ça a été extrêmement perturbateur, troublant, et finalement les gens sont sortis de la salle collectivement, sans protester, et apparemment sans en avoir conscience. Une sorte de foule moutonnière qui a vu un film qui était effectivement un film de Jacques Rivette. Alors peut-être que quand on voit du Jacques Rivette, on ne cherche pas forcément à comprendre, mais enfin, véritablement une foule pas très intelligente, une foule bête. Et moi, à l'opposé, à moi tout seul, je représentais justement une certaine forme d'intelligence, une certaine forme d'acuité. Et l'opérateur, d'ailleurs, a remarqué cette espèce de décalage entre ce que peut observer un personnage isolé, d'un côté, et la cécité propre à un collectif censé être relativement éclairé. Et l'histoire de l'humanité, c'est un peu cela, cette espèce d'alternance entre un personnage qui vit dans une sorte de silence intérieur, mais extrêmement dynamique, qui est probablement lié à une solitude qui a fini par générer une véritable vie intérieure, et une foule qui, à certains moments, privée de toute confiance en un leader, va finir par s'auto-organiser, par s'auto-structurer. Voilà deux extrêmes qui montrent bien que la pénurie, que la privation peuvent être génératrices de richesse. Face à une absence de quelque chose, il peut y avoir l'émergence d'une solution. Et ça, c'est tout à fait l'approche anti-malthusienne, c'est-à-dire ne pas croire que on est dans la privation de façon définitive. Il y a un sursaut technique, il y a un réveil, il y a un revirement qui fait que toute situation de manque génère une sorte de transfiguration et de transcendance. Alors, à ce propos, je fais une petite parenthèse à propos des Mamelouks. J'écoutais une émission ce matin sur France Culture de Laurentin, et on lui parlait de cette espèce de régime d'esclaves militaires qui s'était instauré pendant près de 2 siècles au sud d'Israël, au sud du Sinaï, en Égypte, mais qui couvrait
une région extrêmement large. Et je n'ai pas pu m'empêcher justement de comparer le régime des Mamelouks à, excusez-moi de la comparaison, à Israël justement. Les jeunes esclaves qui avaient été razziés, notamment souvent en Asie centrale, à des prix d'ailleurs, et qui ont été rachetés à des prix très élevés, étaient immédiatement recrutés, formés, apprenaient une langue, apprenaient à se battre, changeaient de nom. Et tout ça, c'est exactement, enfin c'est très proche analogiquement de ce qui s'est passé notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec des recrues qui venaient un peu de partout, qui n'étaient pas des esclaves, mais qui arrivaient, qui affluaient un peu de partout, et qui ont changé d'identité, qui ont changé de nom, de langue, de métier, de formation. Et on pourrait dire que quelque part, le régime israélien, c'est un régime néo-mamelouk, c'est-à-dire où la culture militaire reste majoritaire, déterminante en tout cas, et devient une valeur majeure. Et alors il y a peut-être une coïncidence, une analogie, je ne sais pas, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait réfléchir sur ce point. Alors je ferme la parenthèse et je reviens sur la situation actuelle telle qu'elle peut être décryptée au moyen de mon modèle. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes actuellement dans une phase... Actuellement, on ne peut pas dire qu'on est une phase complètement déterminée, ni du côté d'une personnalité charismatique qui emporte tous les suffrages, ni d'un peuple qui est capable de se soulever et de passer à l'acte collectivement. Mais la question qu'on va poser à l'astrologue, c'est vers où va-t-on? C'est-à-dire, puisqu'on va forcément vers l'un ou l'autre de ces deux scénarios. Va-t-on vers l'émergence, la confirmation de l'émergence d'un véritable leader, en France, mais aussi à l'extérieur, à l'étranger, bien sûr. L'astrologie n'est pas réservée à aucun pays. Et généralement, normalement, il doit y avoir une concomitance plus ou moins relative entre les différentes régions du monde. Et parfois, on ne les connaît pas bien, c'est ça le problème aussi. Est-ce qu'au niveau européen, il peut y avoir un leader qui s'élève? Ou bien alors, est-ce que, au contraire, on va vers un régime d'assemblée, si on peut dire, un régime conventionnel, enfin disons, un régime fondé sur les manifestations publiques, comme en 2011, comme en 1989? Ou bien, voilà, donc voilà la question. Et à cette question, je réponds, c'est la première option qui est la plus probable, astrologiquement. On ne va pas vers une période dans les prochaines années, en tout cas les toutes prochaines années, d'une foule intelligente et capable de s'organiser et capable de constituer une véritable force. En revanche, on va probablement voir émerger, ici et là, pas forcément partout, des personnages particulièrement charismatiques, particulièrement puissants dans leur capacité d'entraînement, de mobilisation, de rassemblement. Et c'est ça qu'on demande à l'astrologue. Quand on est dans une période qui n'est pas déterminante, qui n'est pas flagrante, la grande question, c'est de savoir quels seront les lendemains. D'ailleurs, curieusement, quand j'étais adolescent, j'avais écrit une sorte de roman qui s'appelait « Les lendemains des lendemains ». Quels seront les lendemains, hein? Est-ce que les lendemains seront l'apothéose d'un pouvoir autarcique, en quelque sorte, qui va entraîner comme une sorte de locomotive tout le monde derrière lui, ou au contraire, les lendemains seront-ils à d'autres moments ceux d'une foule qui va se répandre dans la rue, qui va imposer sa loi? Je rappelle qu'en 1994, j'avais signalé que la fin de 1995 correspondrait à un mouvement, et c'était pas rien, puisque c'était tous les 30 ans, ou tous les 28 ans. Un mouvement comparable à 1968. Et
les experts, quand on lit, maintenant, c'est quand même il y a 20 ans, les experts euh, étaient d'accord pour reconnaître que le mouvement de 95 était très impressionnant et ils ne voyaient pas de comparaison possible euh, avec autre chose que 1968, que 1068. Et dans les deux cas, effectivement, Saturne était dans la seconde moitié du signe des Poissons, donc à la sortie d'une phase conjonctionnelle, la conjonction se déroulant à 0 Poisson avec Faux-Malo. Et à ce moment-là, la foule privée de sa croyance, de sa confiance en un chef qui n'est plus inspiré, à l'époque c'était De Gaulle évidemment, va se structurer par elle-même, va s'auto-structurer, va s'auto-programmer et va imposer sa loi. Bon, en l'occurrence, souvent c'est surtout quelque chose d'assez destructeur. D'ailleurs moi-même j'ai organisé, je me souviens bien de cette période-là, parce que non seulement j'avais annoncé cela, mais sans vraiment savoir ce qui allait se produire, bien évidemment. J'ai même été moi-même très surpris, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais j'avais organisé un congrès au mois de décembre 1995. Et comme par hasard, ce congrès d'astrologie a été sensiblement perturbé par justement la paralysie qu'a engendré ce processus. Alors, je vais d'ailleurs me replonger dans les annales, dans les archives de cette période de 20 ans. Il faudrait célébrer par un grand congrès astrologique les événements de 1995, en 2015, qui ont été une réussite prévisionnelle pour moi assez remarquable, parce que autant on est un peu blasé quand il s'agit d'un homme providentiel qui s'impose, enfin, ça fait partie de nos schémas, si vous voulez. Bon. En France, on a aussi l'autre schéma, je dois reconnaître. Le schéma de la Révolution française, le schéma de mai 68, donc quelque part, ça n'est pas complètement étranger à notre culture. Et puis il y avait eu déjà en 1989, donc 6 ans avant 95, les événements dans l'Est de l'Europe, qui avaient été aussi une révolution. Et puis après 95, il y aura donc 2011 avec le printemps arabe, avec effectivement, surtout en Égypte, quelque chose mais aussi en Tunisie, quelque chose de très puissant avec ces rassemblements qui vont aboutir à la chute de Ben Ali, à la chute de Moubarak. Et puis ensuite, bon, il y a le problème de Kadhafi, il y a le problème de El Assad, etc. Mais il y a là quelque chose. Alors effectivement, quand on pense par exemple à ce fameux État islamique, on se dit qu'il y a peut-être en effet un personnage charismatique, particulièrement ce fameux al-Baghdadi, là, qui semblait être une sorte de nouveau Napoléon. Enfin, on ne sait pas très bien, je ne connais pas très bien le cas. Mais il ne faut pas s'étonner de. Il faut s'attendre à des choses de ce genre. Est-ce que ça sera le cas avec Manuel Valls comme Premier ministre en France? Est-ce que ça sera le cas, je ne sais pas, avec tel Premier ministre italien Bon. En tout cas, il faut s'attendre actuellement à une émergence de fortes personnalités qui imposent, qui rassemblent. Hein, et non pas, comme à d'autres périodes, la foule qui va marquer. D'ailleurs, il y a eu des foules dans le passé, il n'y a pas si longtemps, avec à propos du mariage pour tous, etc. Il y a eu des mouvements de foule, et c'était une période, effectivement, qui favorisait ce processus-là. Mais c'est déjà un peu de l'histoire, ça. Donc, l'astrologue, je ne crois pas du tout à l'astrologie individuelle, hein, le thème natal, etc., ça ne m'intéresse pas du tout, pour différentes raisons que j'ai exposées ailleurs. Mais l'astrologue, le chercheur d'astrologie, doit être à l'affût de cette alternance qui représente un peu une sensibilité de droite et de gauche, alternance
du personnage providentiel. Alors on pense évidemment à Sarkozy, qui monte peut-être, qui va peut-être encore davantage monter, ou d'autres qui vont peut-être se révéler. Et puis inversement, des alternances au niveau, des partis, au niveau des collectifs. Par exemple, Marine Le Pen, elle est portée par un mouvement de population, il me semble. Enfin, là aussi, on peut discuter. Parce que est-ce que réellement les foules n'ont aucun leader? Une question qui se pose. Est-ce qu'il y a des foules, par exemple, est-ce qu'en 68 il y avait des leaders? Voyez-vous? Donc, ça n'est pas, au niveau de la science politique, ça n'est pas si simple, puisque de toute façon, le leader a des troupes, et les troupes et les foules ont forcément des leaders. Alors, c'est là, je vais vous quitter sur cette interrogation. Comment distinguer ces deux cas de figure?